Arnaud. Avec le micro, ça fonctionne mieux. Bonjour Laurent. Bonjour. Bonjour à tous. On va peut-être attendre 1 ou 2 minutes et puis on va démarrer. Ouais, on peut se donner une petite marge, effectivement. Oh, Denis. Salut Arnaud. Ça va? Bonjour. Bonjour à tous. Une mention spéciale à Arnaud. Ouais, ça me fait plaisir de te revoir, Denis. Ah ben moi aussi, ouais. Bonjour. 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 Bonjour Nicolas. Bonjour. 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 Bon, comme on n'a pas de liste d'inscription, on ne sait pas quand est-ce qu'on a atteint le quorum, mais, Non, mais tant que ça arrive, on patiente. ouais, moi, je pense qu'on peut peut-être effectivement pas tarder non plus. Peut-être que les personnes nous rejoindront en cours de route. Alors, juste peut-être pour introduire, et puis après je laisserai la parole à Arnaud Boquillon de SIM. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Laurent Aubertin, je suis le directeur du développement du pôle de compétitivité EMC2. Alors juste pour un petit mot, EMC2 est un pôle de compétitivité dédié aux technologies de fabrication à l'usine du futur. Et Arnaud qui se présentera et présentera SIM, vous expliquera également comment SIM est impliqué. Cet événement, on a souhaité effectivement l'organiser au titre de l'Association française des pôles de compétitivité, l'AFPC, et notamment pour un certain nombre de structures pour lesquelles je pense bon nombre d'entre vous sont adhérents ou impliqués, à savoir l'Alliance pour l'industrie du futur, le CIMOP, le GIMELEC et Numéum, qui sont effectivement les acteurs qui touchent les offreurs de solutions pour l'industrie du futur. On a prévu effectivement une petite présentation de l'AMI qui a été lancée par l'État à la fin du mois d'octobre et pour essayer de vous donner des informations, vous orienter et également vous indiquer comment vous pouvez être accompagné si vous le souhaitez par les pôles de compétitivité. Le webinaire va être enregistré, l'enregistrement a commencé et il pourrait être effectivement rediffusé notamment aux structures professionnelles pour les diffuser auprès de leurs adhérents si nécessaire. Arnaud, si tu veux bien, et puis après je mets en route le PowerPoint. Donc, ok, je me présente brièvement. Donc, moi, je travaille pour le pôle de compétitivité SIM, donc Arnaud Boquillon. J'ai en charge
la vision prospective et stratégique du pôle, l'animation thématique et puis l'activité à l'Europe. L'identité du pôle CIM, elle ressemble étroitement à celle du pôle EMC2. On est un pôle dédié au manufacturing et à la performance de production, avec une culture effectivement plutôt ingénierie mécanicienne. La différence entre EMC2 et nous, c'est le positionnement territorial, hein, puisque nous, on est principalement positionné sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec également une extension à la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, mais le positionnement thématique ressemble étroitement à celui de MC2. Ouais. Voilà. Donc, pour commencer, donc, je vais partager mon écran. Je suggère effectivement aux différentes personnes de couper leur micro, mais je crois que c'est à peu près le cas pour tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On les prendra effectivement à la fin de la présentation. Et on sera à votre disponibilité à votre disposition pour répondre à ces questions. Alors. Je te laisse envoyer le diaporama, Laurent. Oui. Alors, est-ce que vous le voyez? Ouais, c'est bon, on l'a. Voilà. En plein écran maintenant? Ouais, parfait. Très bien. Arnaud, je te laisse commencer. Ouais, donc comme tu le disais, Laurent, ce webinaire, hein, il est organisé par la FPC en partenariat avec l'Alliance et puis les syndicats pro qui ont été énumérés, cités par Laurent, Gimelec, CIMOP et Numéum. Même si ce sont MC2 et CIM qui interviennent, c'est bien au titre de l'ensemble des pôles de compétitivité que nous intervenons. Et l'objectif, c'est bien de rentrer dans le détail du cahier des charges, vous expliquer les quelques éléments de contexte, et puis voilà la lecture qu'on peut faire de ce cahier des charges et commencer à vous donner quelques recommandations, quelques ficelles pour bien défendre vos propositions. Donc il est bien question d'un AMI, hein, c'est pas un appel à projet. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'appel à projet formel, donc il n'y a pas de critères d'éligibilité. Il y a quelques critères d'éligibilité, mais ils sont pas stricts. Donc on présentera tout ça ensuite. Slide suivant, Laurent, s'il te plaît. Ce qu'il faut avoir en tête, effectivement, et c'est comme ça que l'État présente cette initiative, c'est qu'il y a eu au cours de l'année 2021 sur le premier semestre et au cours de l'année dernière, donc toute la dynamique autour du plan de relance. Et voilà, maintenant, au-delà de ce plan de relance, on se projette sur le dispositif France 2030. Et notamment, l'idée, c'est aussi peut-être de compenser, rééquilibrer dans cette dynamique de soutien. Donc, ce qui a pu être fait dans le cadre du plan de relance, et notamment dans le cadre du plan de relance, il y a eu des soutiens forts et directs aux filières utilisatrices, aux filières applicatives. On va pas toutes les énumérer, mais voilà, aéronautique, automotive, énergie, voilà, etc., etc. Et donc là, l'idée au travers de cette AMI, c'est bien de cibler directement ce qu'on pourrait qualifier d'acteurs intermédiaires, ceux qui permettent aux filières eh bien, de fabriquer, de produire voilà, les véhicules, la production d'énergie, etc., etc. Donc cette AMI s'inscrit dans la dynamique nationale 2030, France 2030, mais qui est aussi alignée, synchronisée avec ce qu'on entend et ce qui se fait au niveau européen. C'est-à-dire au niveau européen, vous entendez peut-être parler de twin transition. L'idée, c'est bien de dire que si en Europe et notamment en France, on veut avoir une industrie compétitive, il faut qu'elle sache muter, se transformer, notamment en s'appuyant sur deux leviers importants que sont la transition digitale, numérique, mais aussi la transition écologique et environnementale. Donc on est bien dans ce contexte de twin transition. Et donc ce qui a été annoncé fin du mois d'octobre, c'est une action, une aide de 800 millions d'euros qui va être déclinée en deux volets.
un volet qui permettra de continuer à aider les filières utilisatrices. Alors, j'utiliserai différentes expressions, filière utilisatrice, filière en demande, c'est comme ça que c'est exprimé dans l'AMI. On peut parler de end user, dit autrement avec un vocabulaire peut-être un peu plus direct, c'est en gros les filières qui fabriquent voilà, des avions, des morceaux d'avions, tout ou partie d'un véhicule, tout ou partie voilà, d'une éolienne ou d'une centrale nucléaire. Et on peut décliner ça à l'agroalimentaire, à la transformation du bois, enfin voilà, toutes les filières productives qui fabriquent, qui sont, on va dire, aval et assez proches de, voilà, des marchés finaux utilisateurs. Ça, c'est le premier volet. Et un deuxième volet qui cible plus spécifiquement eh ben, tous ceux qui aident les premiers à fabriquer leurs produits. Et donc là, pareil, on peut utiliser différentes expressions, différents vocabulaires. On parle de technologie provider, donc fournisseur de technologie, de briques. On parle d'ingénieriste, on parle d'intégrateur de solutions, on parle de fournisseur de biens d'équipement industriel ou de fabricants de machines et outils de production. Et sans oublier effectivement les développeurs et fournisseurs de logiciels ou progiciels. Donc c'est tout ce qui aide à la fabrication de produits. Alors, j'essaie de me rattacher au slide. Donc effectivement, l'objectif, c'est bien d'aider ceux qui ont une offre de valeur pour aider les industries productives à fabriquer leurs éléments. Et donc, on peut essayer de rentrer un petit peu plus dans le détail de cette chaîne de valeur. Donc, j'ai commencé à citer voilà, les fournisseurs de techno, les fournisseurs de briques. J'ai parlé d'intégrateurs, donc ceux qui agglomèrent plusieurs de ces briques pour proposer un système multi-techno, qui sur la base de ce système multi-techno savent proposer une solution fonctionnelle, opérationnelle, voire même aller jusqu'à développer du service autour de ces solutions. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre et bien avoir en tête dans le cadre de cette AMI, c'est que les propositions qui sont attendues doivent absolument être portées par des acteurs de la technologie ou des intégrateurs offreurs de solutions, que les propositions peuvent impliquer des end-users, mais qu'en aucun cas, les propositions ne peuvent être portées par ces end-users. Puisque, comme vous l'avez compris, sur les 800 millions d'euros, il y a deux volets, et les end-users voilà, pourront porter des initiatives sur le premier volet, mais dans le cadre de cette AMI SIF, ils ne peuvent que être partenaires pour légitimer le cas applicatif, mais en aucun cas voilà, porter une initiative. Et donc, ce que je n'ai pas dit et qui est aussi très important, c'est que les porteurs doivent être soit TPE, PME ou ETI, ça ne concerne pas donc les grandes entreprises, hein, et les projets qui seront évidemment, comment dire, bien reçus, devront avoir un caractère innovant évident, affirmé. Il n'est pas question effectivement voilà, de voir des offres entre guillemets traditionnelles, basiques. Voilà, c'est bien permettre aux offreurs de solutions, aux fournisseurs de moyens de production, un coup de pouce, une aide pour développer des solutions innovantes répondant à des besoins, des usages nouveaux des end-users. Un dernier mot sur ces end-users. Les end-users, voilà, c'est des end-users industriels. On ne parle pas, par exemple, d'agriculture ou de sylviculture. Hein. On n'est pas sur voilà, sur ces cibles-là. Les end-users sont des end-users industriels. Donc, si on reste sur ces filières voilà, du végétal ou de l'agriculture, on va adresser la transformation, donc l'agro et pas l'agri, et puis voilà, transformation du bois, mais pas sylviculture. Voilà pour quelques exemples concrets.
Je dois encore avoir un ou deux slides, Laurent, s'il te plaît. Alors après, les technos, je ne vais pas dire qu'elles sont toutes éligibles, mais presque, hein. J'ai donné quelques exemples. J'ai parlé de briques techno, donc ça peut être de l'intelligence artificielle, ça peut être de la télécom, de la 5G. Ça peut être, on peut aller très loin dans les procédés de fabrication, fabrication directe, additive, mais voilà, par enlèvement de matière aussi. On peut parler d'interface, voilà, toutes les briques. Et puis aussi, encore une fois, ceux qui savent intégrer ces briques pour développer des machines, des procédés, des solutions. Encore une fois, ce qui est important, c'est pas tant d'argumenter sur la techno, mais bien sur l'offre de valeur, l'offre de solutions qui va permettre aux filières industrielles d'être plus efficaces et plus performantes à la clé. Et donc, encore une fois, les filières, évidemment, celles qui sont identifiées dans les autres comités stratégiques de filière sont évidemment visées. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de comité stratégique de filière voilà, sur la partie utilisatrice que ça n'est pas éligible. D'accord? Donc, voilà, sur le domaine applicatif, ça reste relativement ouvert dès lors que c'est industriel. Ensuite, donc cette partie, Laurent va prendre le relais et détaillera ensuite, mais il y a différents alinéas, il y a différentes façons de se positionner dans cette AMI. Donc il y a des initiatives qui peuvent être portées par des industriels ou par on va dire des écoles ou des structures universitaires. Et les initiatives peuvent être soit individuelles, soit collaboratives. Mais en tout cas, elles sont, comment dire, elles sont pointées, elles sont orientées vers des types d'appels, des sous-rubriques de cette AMI. Et encore une fois, je le redis là, je l'ai déjà dit assez lourdement, mais les end-users ne peuvent pas être porteurs. Voilà. Je te laisse la parole, Laurent, pour détailler justement ces différents volets formels de ces types de réponses. Merci beaucoup, Arnaud. En fait, donc, dans cette AMI, et comme l'a bien précisé Arnaud, on est dans un appel à manifestation d'intérêt. Cet appel à manifestation d'intérêt, il sert notamment au service de l'État d'identifier les projets qui sont dans les entreprises, et notamment les offreurs de solutions, pour ensuite formaliser un ou plusieurs appels à projets dédiés, dans lequel on aura un cahier des charges très bien défini, précisant notamment les modalités d'accompagnement, de financement, les typologies de projets attendus. Pour autant, dans cette AMI, donc qui est somme toute très très ouvert, l'État a identifié plusieurs typologies de projets. Alors, tout d'abord, j'irai des projets qui sont des projets d'investissement en termes de recherche, développement et innovation. On est là bien, et c'est ce que disait Arnaud dans ses mots introductifs, sur le développement de nouvelles technologies, donc aller plus loin que les technologies existantes, donc à travers des projets de recherche, de développement, d'innovation, ou éventuellement d'industrialisation, si on a déjà commencé à travailler sur des technologies, mais que la maturité n'est pas encore suffisante vis-à-vis de l'industrialisation de ces briques. L'État, je dirais, attend différentes typologies de projets dans ce régime de RDI. Donc des projets collaboratifs. Alors ces projets collaboratifs, ils peuvent concerner par exemple plusieurs briques technologiques qui vont être assemblées et qui vont permettre d'offrir une solution intégrée pour répondre aux enjeux de l'usine du futur ou l'usine 4.0. C'est prendre une solution de robotique dans laquelle on va intégrer de l'IA, du cloud et de la 5G pour en faire effectivement une solution qui sera demain mise sur le marché, intégrant les différentes technos. Et pour ça, l'État pense qu'il peut être nécessaire que plusieurs structures se mettent ensemble pour construire effectivement des projets collaboratifs en intégrant ces différentes briques. La deuxième typologie de projets, ce sont des projets individuels qui visent à développer une brique technologique et à l'intégrer par rapport à des besoins des filières.
Alors là, soit parce que vous souhaitez et vous avez au sein de vos entreprises l'ensemble des compétences qui permettent de développer la solution, ou simplement de travailler sur une brique qui pourra ensuite effectivement être intégrée. La troisième typologie de projet concerne des projets collectifs ou collaboratifs associant des offreurs et des demandeurs. Donc là, c'était le cas de ce que parlait Arnaud de la place notamment des end-users. L'État parle de demandeurs. En fait, dans ces projets collectifs, l'enjeu, c'est qu'un offreur de solutions, quand il développe sa technologie, peut avoir besoin de cas d'usage et donc peut intégrer un demandeur qui sera là pour notamment faire le travail de validation de preuves de concept et des financements pourraient être associés à cette partie validation des preuves de concept. Et enfin, un dernier point concerne des projets de création ou d'extension d'unités de production ou éventuellement de centres de R&D. Sur ces sujets-là, donc de la même façon, il faut bien comprendre que l'État attend ici, sur cette brique-là, des sujets portés avant tout par des gens qui développent les technologies, des offreurs de solutions, qui ont besoin effectivement d'étendre leurs unités de production ou de créer un centre de R&D. Ça ne concerne pas du tout effectivement un end-user qui voudrait étendre son atelier, y compris en y intégrant des technologies plus avancées. Ça fera l'objet, je dirais, d'une deuxième vague, normalement en début 2022. La dernière typologie de projets, ce sont des projets ou des plateformes d'excellence académique et de transfert de technologie. Là, l'enjeu, c'est de pouvoir aider notamment les acteurs académiques à développer leurs solutions au niveau laboratoire, mais ensuite à les transférer vers l'industrie à travers du transfert de technologie. Donc là, ça peut être porté par un acteur académique, mais qui devra quand même démontrer sa capacité à faire du transfert de technologie et donc que ces technologies-là atteignent bien le marché. Pour la réponse à cet appel à manifestation d'intérêt, on est sur un modèle de réponse que je vais caractériser d'assez light par rapport à des appels à projets. D'une part, l'État a limité le nombre de pages pour le dossier de réponse à 15 pages. On peut imaginer que des dossiers soient plus petits en termes de taille. Et en fait, l'État propose un plan type de réponse avec un certain nombre de rubriques qui devront être intégrés dans les dossiers. Mais ça permet notamment pour les répondants d'avoir, je dirais, une trame en indiquant les têtes de chapitre du dossier qui devrait être mis en place. Donc il y a toute une partie liée aux porteurs de projets. Dans tous les cas, y compris dans le cadre de projets collaboratifs, il y aura un leader de ce projet donc, qui doit être effectivement identifié. Et puis donc là, on attend avant tout d'avoir une vision sur la typologie de la structure, son activité actuelle, ses ressources humaines. Alors ça, c'est un point important, c'est avant tout, je dirais, ses capacités à mener le projet. Alors, soit simplement en termes de R&D, capacité de R&D et de développement, mais ça peut être aussi important dans le cadre de projets collaboratifs, la capacité à piloter un projet multipartenaire et donc à orchestrer le déroulement du projet. La deuxième partie, effectivement, de la réponse concerne avant tout la description du projet, où il sera là, effectivement, important de présenter les objectifs et donc la description. Étant donné qu'on parle beaucoup d'innovation, il sera intéressant de mettre en avant les verrous technologiques qui sont à lever et donc les moyens qui seront mis en place, utilisés sur cette partie-là. Et puis ensuite, l'équipe projet, alors qui peut être interne ou mixte, notamment si on est dans un cadre de partenaires. Le plan de travail, donc ça peut être un Gantt, ça peut être bien évidemment un découpage en work package, un planning, et puis des données concernant l'exploitation économique et industrielle du projet,
qu'il faudra préciser également si on est dans un mode partenarial. L'impact économique, social, environnemental du projet, ça c'est un enjeu aujourd'hui dans tous les dossiers qui sont financés par l'État, et puis des données sur le budget et le financement du projet et de l'entreprise. Le processus et le calendrier de sélection, il faut comprendre que cet appel à manifestation d'intérêt est préalable au lancement d'appels à projets. Il y aura un ou plusieurs appels à projets qui seront dédiés, ouverts au fil de l'eau. Des informations que l'on a au niveau des pôles de compétitivité, il n'est pas formellement nécessaire de déposer à l'AMI pour demain pouvoir candidater aux appels à projets. Par contre, de l'expérience des pôles de compétitivité, on pense qu'il est bien de réfléchir dès maintenant à vos dossiers, construire à travers l'AMI le début de vos réponses pour être prêt quand l'État va lancer les appels à projets. On a le retour d'expérience, notamment dans le cadre du plan de relance sur des secteurs comme l'aéronautique ou l'automobile. L'État, en juillet 2020, avait lancé un AMI. Ça a permis aux entreprises, effectivement, de commencer à travailler leurs dossiers et à les déposer. Au retour de l'été, l'État a lancé un appel à projet. Et dans l'appel à projet qui était lancé, en fait, il n'avait pas indiqué de date butoir ou des dates de relevé des dossiers. C'était en fait les premiers déposés. Une fois que les dossiers étaient déposés, ils étaient étudiés au fil de l'eau. Si vous avez commencé à travailler au niveau de l'AMI et que vous aurez a priori plus de chances d'être prêt au moment des appels à projets. On n'a pas encore de visibilité sur les dates de lancement de l'appel à projet, mais c'est dans tous les cas une bonne opportunité à travers cette AMI de se préparer. Quoi qu'il arrive, les dossiers doivent être déposés le 17 décembre 2021 à minuit. Et donc ça, c'est la date de clôture de cette AMI. En complément, Laurent, effectivement, juste c'est bien un AMI, donc l'État, en fait, cherche à adapter les futurs appels à projets aux besoins que vous aurez exprimés. Donc, notamment sur la nature des dépenses, il ne faut pas hésiter dans vos propositions à expliquer ce que vous avez besoin de financer. Est-ce que c'est du RH? Enfin, est-ce que c'est voilà, du personnel? Est-ce que c'est du matériel? Est-ce que c'est du foncier? Enfin, est-ce que c'est du bâtiment? Voilà. Enfin, aujourd'hui, l'AMI cherche justement à détecter quels sont vos besoins en tant qu'offreur de solutions pour que l'offre française d'offreur de solutions soit plus compétitive. Ce que je n'ai pas dit en introduction, c'est qu'effectivement, tout ce qui a été support direct aux filières, il y avait une hypothèse qui était que ces aides directement aux filières allaient diffuser dans les chaînes de valeur et finalement arriver aussi à satisfaire et à aider les offreurs de solutions, les fournisseurs de machines et de solutions de production. Finalement, rien n'interdit qu'un end-user d'une filière ou d'une autre, aidé par l'État français, aille acheter des machines allemandes, italiennes, voire coréennes. Donc l'objectif de cette AMI, c'est bien d'aider et renforcer les offreurs de solutions à être plus compétitifs, plus séduisants, plus innovants, auprès des filières utilisatrices. Donc la cible, c'est bien les offreurs de solutions. Je crois qu'il y a un certain nombre de questions dans le chat. Je propose qu'on aborde effectivement ces questions-là à la fin de la présentation. L'enjeu de cette présentation, de ce webinaire, c'était d'une part effectivement de vous présenter cette AMI, de rentrer effectivement un peu dans les détails, de répondre à vos questions, et puis également de vous présenter l'accompagnement que vous pouvez trouver si vous n'avez pas l'habitude de déposer un dossier à ce genre de dispositif. L'accompagnement que vous pouvez trouver effectivement au sein des pôles de compétitivité. En fait, en France, il existe une cinquantaine de pôles de compétitivité, donc qui sont des structures qui ont été créées pour la plupart dès 2005 et dont le métier est d'accompagner les entreprises dans leurs projets d'innovation.
et notamment dans les phases de réponse aux appels à projets, sur des appels à projets qui sont parfois régionaux, nationaux ou européens. Donc vous avez au sein des pôles de compétitivité en fait des spécialistes des montages de dossiers et de projets. Et au sein de l'Association française des pôles de compétitivité, les pôles peuvent vous accompagner pour ces phases de montage de projet. Globalement, que font les pôles, je dirais, par rapport à ces types d'appels à manifestation d'intérêt ou d'appels à projet? Eh bien, on a en fait, on a découpé ça en quatre, mais on pourrait certainement trouver aussi d'autres points d'appui. Mais le premier, c'est d'informer. Informer, ça passe notamment par la diffusion de l'information sur le lancement des appels à projets, sur le fait de présenter ça. Alors, de façon assez générique, on a une grande proximité avec nos membres et donc nos membres sont informés. Mais comme on le fait aujourd'hui, c'est d'informer plus largement l'ensemble des acteurs par rapport aux opportunités que sont données par les financeurs régionaux, nationaux ou européens. Ensuite, donc, il y a une phase effectivement d'accompagnement au montage de projets. Les pôles de compétitivité ont l'expérience, ont des chargés de projet qui savent d'une part lire les cahiers des charges et aussi connaître les attendus des financeurs. Donc, on peut effectivement vous aider dans la phase de montage de projet. Suivant les pôles, je dirais, avec différents niveaux d'implication. Ça passe souvent à minima, je dirais, par de la relecture de dossiers. Certains pôles peuvent même vous accompagner jusqu'à l'écriture, effectivement, des dossiers. Donc ça, c'est effectivement des opportunités. Ensuite, il y a toute une phase de soutien, je dirais, d'information. Les pôles peuvent mettre en place parfois leurs propres outils pour aider les entreprises à structurer leurs réponses. Donc ça, chaque pôle a sa façon effectivement de travailler, mais peut avoir effectivement des outils. Et puis souvent, à travers la relation que vous pouvez avoir avec les chargés de projet, il y a une hotline qui va pouvoir effectivement permettre de répondre à vos questionnements. L'intérêt de passer par un pôle de compétitivité, c'est que vu qu'on est, nous, de la même façon en relation avec les services de l'État, la DGE, le SGPI, les DRITS, donc l'État en région, on a aussi un certain nombre d'informations. Et puis, quand il y a des questionnements, en général, ben, la multitude d'acteurs que l'on a au sein des pôles de compétitivité permet de mutualiser des réponses. Une question que l'on va poser effectivement à un financeur sur un appel à projet et ainsi de suite, on aura ensuite l'information pour pouvoir la diffuser à d'autres et à d'autres porteurs de projets. Donc ça peut être une opportunité aussi de gagner du temps en ayant effectivement des gens qui sont bien au fait des attentes sur cette partie-là. Pour vous faire accompagner si vous le souhaitez. Il existe en fait, comme je le disais, près d'une cinquantaine de pôles de compétitivité en France. Ce que l'on peut effectivement vous conseiller, c'est d'abord, si vous êtes adhérent d'un pôle de compétitivité, contactez-le. Je dirais, suivant la typologie ou le secteur d'activité du pôle de compétitivité, il sera en mesure, effectivement, à minima, de vous renseigner sur les appels à manifestation d'intérêt, vous donner des informations. S'il est dans les cœurs de métier de l'industrie, obligatoirement, il suivra cet appel à manifestation d'intérêt et il pourra effectivement vous renseigner. Si vous n'êtes pas membre d'un pôle de compétitivité, vous pouvez retrouver la liste de tous les pôles sur le site internet de l'AFPC. Donc l'AFPC, c'est l'Association française des pôles de compétitivité, avec une adresse afpc.eu. Et donc il y a une rubrique Les pôles, dans laquelle il y a l'ensemble des pôles de compétitivité. Et enfin, eh bien, il y a deux pôles en France, et si Arnaud et moi sommes là aujourd'hui, je dirais c'est pas complètement un hasard.
il y a 2 pôles dont la spécialité est les technologies de fabrication et le manufacturing. Donc nous, on s'intéresse au domaine de l'industrie et on a effectivement cet appel à manifestation est au cœur de nos activités. Donc on est, Arnaud et moi, à votre disposition. On a mis nos coordonnées, email, téléphone portable, pour répondre à vos questions si vous en avez. Et si vous ne l'avez pas trouvé, effectivement, soit à travers votre pôle, soit à travers une autre typologie de structure. Merci Laurent. J'enchaîne avec les quelques questions que j'ai vues passer dans le chat. Oui. Moi, je vais couper effectivement la présentation pour justement voir les questions. Ok. Donc, il y en a, voilà, il y a certaines questions auxquelles j'ai répondu au fur et à mesure. Après, il y avait une question qui était, ben, si on candidate pas à l'AMI, est-ce qu'on aura une chance quand même de trouver une place dans les futurs appels à projets? La réponse est oui, évidemment. Mais après, voilà, vous vous doutez bien que si vous vous manifestez au travers de l'AMI, donc de un, vous serez dans les radars, enfin, vous serez, voilà, vous serez dans le scope. Et de deux, surtout, les futurs appels à projets répondront probablement davantage à vos besoins. Donc, effectivement, candidater à l'AMI ne garantit pas que vous serez financé ensuite aux appels à projets. Il y aura un processus de sélection et des critères d'éligibilité clairs, précis. Il faudra y répondre. Mais effectivement, ça maximise vos chances voilà, d'avoir des appels à projets qui correspondent à vos besoins et voilà, d'être détecté très tôt et du coup d'être accompagné voilà, précisément, formellement. Il y a aussi des questions qui concernent bah, justement les taux d'aide. Alors, ben, on ne sait pas aujourd'hui. Les taux d'aide, ils seront expliqués dans les futurs appels à projets. Ça fera partie des différents critères. Après, voilà, j'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à exprimer quel type et quel poste de financement vous aimeriez voir financé. J'ai pas fait de fausses promesses. De toute façon, les aides, elles resteront dans le cadre permis par la réglementation européenne. Donc, il y a des taux d'aide qui sont possibles sur de l'aide à l'innovation. Il y a des taux qui existent et qui sont applicables sur d'autres postes de dépenses. On n'y dérogera pas, c'est-à-dire on restera dans le cadre de cette réglementation européenne. Voilà. Je regarde les autres questions. La confidentialité, elle est gérée. Hein. Vous déposez sur le site de la DGE, donc la Direction Générale Entreprise. C'est ce service-là interministériel qui reçoit les réponses à l'AMI. Donc la confidentialité, elle est gérée par la DGE. Si dans la phase d'accompagnement, effectivement, vous êtes accompagné par un pôle ou par un autre acteur de l'écosystème d'aide à l'innovation, la confidentialité dans les pôles, elle est gérée. Ça fait partie de nos contrats de travail de savoir gérer la confidentialité. Et il en va de même voilà, avec les agences régionales d'innovation ou les chambres de commerce, par exemple. Hein. Donc, la confidentialité est gérée tout au long du processus. Voilà, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? La deadline est dans 14 jours. Peu de dossiers, entre guillemets, c'est normal. Enfin, à 15 jours de la date de clôture, c'est normal. Les dépôts, ils seront parfois la veille au soir ou voilà, ou les dernières heures avant la clôture. Nous, on vous le déconseille parce qu'il peut y avoir des phénomènes d'étranglement et de saturation des serveurs, donc prenez un peu d'avance quand même pour déposer. Mais le fait qu'à 15 jours avant le dépôt, il n'y ait pas beaucoup de dossiers, ça n'a rien d'alarmant. Enfin, voilà, enfin, c'est un non-événement, en fait. Enfin, je ne sais pas, Laurent, ce que tu en penses. Mais, en fait, c'est très classique, hein, je dirais, pour nous, pôle de compétitivité, c'est très, très classique. Je dirais quand l'État lance des appels à projets ou des appels à manifestation d'intérêt, à partir du moment où il y a une deadline, je dirais, les gens vont travailler jusqu'à la fin de la deadline. Cet appel à manifestation d'intérêt intègre une deadline qui est le 17 décembre. Ça serait différent dans le cadre notamment d'appels à projets avec des relevés en continu. Là, bah, c'est souvent le premier déposé qui effectivement peut être le premier traité. Donc, à ce moment-là, bah, il y a des dossiers qui se déposent au fur et à mesure qu'ils se construisent. Là, je dirais effectivement, c'est pas le cas.
Donc rien d'alarmant aujourd'hui. En tout cas, c'est dans l'expérience des pôles de compétitivité, c'est quelque chose de tout à fait normal. Il y Après, il y avait avait une des... question, Ouais. l'aide associée est-elle à 100% du projet? Eh bien non. En fait, aujourd'hui, il n'existe pas de dispositif, hormis sur certains appels à projets européens, qui permettent de financer à 100% des travaux de recherche et d'innovation. Comme l'a dit Arnaud, alors on n'a pas la part de financement. Ça dépendra d'une part de la typologie des actions, du niveau entre de la recherche, du développement, peut-être de l'industrialisation. Aujourd'hui, il y a des appels à projets qui peuvent servir de référence sur des bases en termes de financement. Je pense notamment aux derniers appels à projets lancés par le secrétariat général au programme des investissements, le SGPI, un appel à projet qui s'appelle IDEMO, qui donne effectivement des bases, mais aucune garantie aujourd'hui n'est donnée sur les montants d'aide. Et quoi qu'il arrive, quand on parle d'innovation, les soutiens de l'État sont pour partie et la forme de ce soutien peut prendre, suivant les appels à projets, une forme de subvention, une forme d'avance remboursable ou un mixte entre subvention et avance remboursable. Donc après, parmi les questions, vous nous demandez, oui, quel est le niveau de détail, à quelle maille il faut décrire la proposition. Moi, j'ai tendance à insister sur l'offre de valeur, bien expliquer déjà ce qui est innovant, ce qui est différenciant par rapport à ce qui se fait déjà et par rapport à la concurrence, expliquer en quoi l'aide peut être incitative. Donc, est-ce que l'aide va vous permettre d'être prêt avant vos concurrents, de faire plus ambitieux, voilà. C'est vraiment le caractère incitatif de l'aide. L'offre de valeur pour vos clients industriels. Qu'est-ce que votre solution, votre technologie va permettre de faire à votre client? Après, sur la maille de précision, moi j'aurais tendance à dire non. Le but du jeu, c'est pas de décrire la technologie en elle-même, mais plutôt ce qu'elle apporte au bénéfice de votre client et par rapport à l'état de l'art. Et puis sur la granulométrie financière, encore une fois, on n'est pas sur l'appel à projet, on est sur une manifestation d'intérêt. Donc là, les budgets, voilà, on ne vous demande pas un lotissement précis, une description de tâches, voilà, c'est plutôt décrire l'offre de valeur, les livrables et le macro-budget. En gros, dire, voilà, j'aurais besoin de telle somme, tel volume pour financer du personnel, tel volume pour financer du matériel. Voilà, expliquer un peu les postes de financement et les gros volumes, les grosses masses. On ne vous demande pas un plan détaillé, c'est sûr. Le soutien d'une grande entreprise, bah oui, c'est ce qu'on a dit. Le end-user, il ne peut pas porter. Mais s'il y a un end-user clairement identifié, qu'il soit du CAC 40 ou pas, hein, et qui atteste clairement qu'il a besoin de votre solution, qu'il a besoin de votre technologie, évidemment que c'est un argument fort pour le dossier. Il y avait une question sur le premier volet des 400 millions dédiés aux end-users. Y a-t-il toujours des AMI en cours? En fait, l'AMI sur cette partie-là n'a pas été lancée. Des informations que l'on peut avoir dans les pôles de compétitivité, il semblerait que cette AMI pourrait être lancée en début d'année 2022. Par contre, j'irais, voilà, on n'a pas aujourd'hui d'informations formelles sur le sujet. Après, sur la dernière question, si je la comprends bien, donc oui, les end-users peuvent être partenaires, on l'a dit, répété, qu'elles soient petites ou grandes, ça c'est clair. Et la deuxième partie de la question, est-ce que si j'ai bien compris, des offreurs de solutions, grandes entreprises, sont éligibles? Là, dans l'AMI, non. Ce qui est ciblé, c'est bien écrit, c'est start-up, TPE, PME, ETI. Les grandes entreprises, là, dans le cadre de l'AMI, ne sont pas attendues. Après, l'échelle de l'enveloppe, on n'a pas d'infos. Enfin, entre guillemets, on peut vous dire de 50 000 euros à 50 millions d'euros. Hein. Enfin, c'est de 7 à 77 ans. En fait, donc, sur ces types de projets, notamment dans les services de l'État, je dirais il y a deux positions, je dirais, sur ces typologies de projets. Il y a le secrétariat général au programme des investissements, le SGPI, qui est plutôt preneur de gros projets
Quand je dis gros projet, ben ça peut être plusieurs millions d'euros et aller jusqu'à plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc le SGPI peut être attentif effectivement à ces typologies de projets. Pour la direction générale des entreprises, il y a un certain nombre de dispositifs effectivement qui sont plus petits. On peut quand même imaginer qu'il n'est pas intéressant de déposer un dossier pour des dépenses qui représenteraient 10 000 euros. Aujourd'hui, les appels à projets pour les PME lancés par l'État, souvent, on voit pour les plus petits, c'est de l'ordre de 2 à 400 000 euros. Après, effectivement, enfin, voilà, l'expertise des pôles et des autres structures de support à l'innovation, c'est effectivement de vous orienter vers ces bons guichets de financement. Traditionnellement, l'État a plutôt tendance à se positionner sur effectivement des enveloppes supérieures à 100 voire 200 000 euros. Et sur des enveloppes inférieures, il y a des dispositifs régionaux, bien souvent, qui sont mobilisés sur ces enveloppes. Voire voilà, certains territoires, certaines métropoles aussi qui ont des dispositifs d'aide à l'innovation. Donc voilà, comme là on est sur un dispositif plutôt État, on peut considérer qu'on sera plutôt sur des enveloppes un peu élevées. Après, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que les dispositifs régionaux sont, comme le nom l'indique, sensibles aux acteurs de leur territoire. Et sur ces offreurs de solutions, on peut aussi se dire qu'on a besoin de faire de l'interrégionalité pour développer des solutions industrielles. Donc, voilà, sur ce cas précis, les dispositifs régionaux, on peut dire voilà, qu'ils ne seront pas forcément pertinents, d'où le fait, encore une fois, il faut s'exprimer. Dans l'AMI, dire voilà, moi j'ai besoin de co-développer avec des acteurs et pour développer ma solution, j'ai besoin d'interrégionalité. Donc, si l'État peut m'aider à gérer cette interrégionalité, voilà, c'est une demande qui peut être exprimée, encore une fois. L'intérêt de l'AMI, et notamment de répondre à l'AMI, c'est aussi de montrer à l'État, effectivement, les attendus des entreprises. Et ces réponses, je dirais, peuvent, d'une façon ou d'une autre, orienter les futurs appels à projets. Alors, ce qui est pas écrit dans le cahier des charges, hein, et voilà, vous l'avez bien vu, hein, les intentions individuelles sont éligibles, sont attendues, mais voilà, ne soyez pas dupes, hein. Évidemment que les projets les plus innovants et collaboratifs seront les, entre guillemets, les propositions les mieux perçues et les mieux reçues. Donc voilà, exprimez sans restriction et sans limite vos besoins, vos attentes, ce qui permettra d'orienter les futurs appels à projets. Après, voilà, l'innovation, elle se finance d'autant mieux qu'on est dans une démarche collaborative et qu'effectivement, le projet propose une réelle évolution, une réelle innovation par rapport à l'état de l'art. Donc, innovation et collaboratif resteront les clés et les maîtres mots. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Les gens peut-être qui veulent s'exprimer, hein. Peut-être que certains d'entre vous recherchent des partenaires aussi. Vous pouvez trouver, notamment à travers les pôles de compétitivité, je pense que c'est le cas aussi bien dans tous les pôles, mais plus particulièrement au niveau de CIM ou du pôle MC2, des gens qui réfléchissent aujourd'hui à monter des projets, qui ont peut-être parfois des briques technologiques ou qui cherchent des briques technologiques. N'hésitez pas à vous rapprocher des pôles parce que ça peut être une opportunité ou si vous avez qu'un petit bout du projet pour intégrer les projets des autres. Par rapport à la dernière question, là, PME indépendante ou dépendante d'un grand groupe, là, encore une fois, c'est la réglementation européenne qui s'impose et qui est incontournable. Donc oui, une PME qui est rattachée à un groupe, elle est considérée comme groupe, hein. Voilà, c'est vraiment les PME indépendantes, hein, la cible. Et ça, c'est pas une exigence ou une réglementation française. On est bien sur le droit européen. Alors, il y a une question un peu précise sur
Est-ce que la techno 4.0 doit servir aux moyens de prod ou peut être une brique produit? La cible, c'est les moyens de prod, hein. C'est-à-dire si par exemple vous développez un composant utile, je ne sais pas, aux batteries du futur, aux batteries, voilà, on n'est pas, ça vous trouverez des financements directement dans les filières. Là, ce qui va être éligible, c'est ce qui permet, enfin la technologie qui permet de développer les moyens de production des batteries, mais pas la batterie elle-même. Après, tout dépend si le produit, c'est un robot. Si vous développez une technologie qui peut demain être intégrée dans un robot, je dirais, c'est quelque chose qui peut s'entendre. Ouais, là, la question, c'était vraiment sur le produit-produit, hein. La maturité, il n'y a pas de restriction. Si on se rattache, si on se rapporte à l'échelle TRL, il n'y a pas de limite. Par contre, on parle bien d'innovation, on ne parle pas de recherche fondamentale néanmoins. Il y a un axe quand même, notamment pour les acteurs académiques, mais qui est une orientation effectivement plutôt de soutien faire des travaux de recherche académique avec une maturité qui peut être plus faible vers les entreprises. Thermique et pas robotique, oui, oui, enfin la liste de techno qui a été présentée, elle est loin d'être exhaustive. Oui, oui, il peut y avoir plein de choses. Il peut y avoir de la thermique, de la mécaflux, de l'électromagnétisme, si vous voulez. Mais au final, il faut que cette techno, euh, elle soit intégrée, incorporée dans une solution. Encore une fois, c'est ça le. Si votre technologie, c'est pour faire, je sais pas, un équipement pour faire du traitement thermique, ainsi de suite, je dirais, ça marche complètement. Ouais. Donc il n'y a pas de restriction sur les technos. En gros, enfin, je pense qu'on peut le dire comme ça. Voilà, c'est introduit en parlant de technologie digitale parce qu'on est dans la mouvance et dans la dynamique industrie du futur. Je l'ai dit en introduction, il y a toute la dynamique environnementale aussi qui est importante. Si c'est des solutions, si votre proposition c'est une solution de production plus efficiente, plus économe en énergie, c'est éligible. Voilà, enfin, l'objectif, c'est de servir vos clients sur leurs objectifs opérationnels, que ce soit de la capacité, de l'agilité, de l'efficience, voilà, de l'agilité, de la personnalisation. Enfin, voilà, encore une fois, c'est développer des solutions qui permettent à vos clients de mieux fabriquer. Voilà. Qu'est-ce que je vois? Alors, enfin, je l'ai dit en introduction rapidement, oui, mais tout ce qui est logiciel aussi, outils d'aide à la décision, outils de monitoring, c'est éligible, hein, toute la partie logicielle, euh, simulation, jumeaux numériques, outils pour le pilotage, l'aide à la décision, tout ça, ça rentre dans le cadre, hein, pas de souci. Euh, Centre d'essai virtuel, alors on serait sur le volet D que Laurent a présenté, c'est extension de bâtiments et centre de R&D et de prototypage. Ça, oui, complètement. Alors, je parlais de nouveaux types de fours à destination. Oui, enfin, développer des fours, encore une fois, plus efficients, mieux monitorés, passer d'un mode continu à un mode batch ou l'inverse, réduire les temps de cycle. Oui, un four, c'est un bien d'équipement industriel, c'est un moyen de production. Donc oui, c'est éligible. Travailler sur le four du futur, c'est complètement dans le scope. Merci en tout cas pour toutes vos questions. Ça enrichit le webinaire. C'était bien l'objectif, l'esprit de cet exercice. Donc les slides, oui, je pense qu'il n'y a pas de réserve, hein. De toute façon, on a enregistré, donc on peut bien diffuser les slides, pas de souci.
Et donc, dans le support, là, vous avez le lien cliquable, hein, normalement, qui vous amène vers le site de la DGE où vous retrouverez le cahier des charges. Et puis, c'est sur ce même site que vous devrez déposer votre proposition. Et encore une fois, n'hésitez pas à demander conseil autour de vous, pôles et autres structures, pour voilà, relire votre proposition, vous donner des ultimes conseils. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, si aujourd'hui vous êtes dans une démarche plutôt individuelle et que vous avez compris le message et que vous voulez évoluer vers du collaboratif, c'est pareil, hein, on peut vous aider à trouver des partenaires. Alors, ils ne seront pas formellement engagés dans votre proposition, mais vous pourrez au moins les citer et dire que, voilà, que vous évoluerez, que vous construirez une démarche collaborative, notamment en essayant d'impliquer tel ou tel acteur. Ça, c'est des choses qui peuvent être précisées dans le dossier. Voilà, on peut encore, on est disponible encore quelques minutes, hein, N'hésitez pas. Et Denis, merci pour toutes tes précisions. Je vois que tu es encore affûté. Merci pour tous les compléments que tu as apportés dans le chat aussi. Ah oui, merci à vous surtout. Et puis, si vous avez besoin d'accompagnement, je vous recommande Arnaud, hein, parce qu'il fait ça très bien. J'ai souvenir d'un appel à projet où on avait brillamment été lauréat, mais qu'on n'a malheureusement pas pu trop déployer en suivant. Mais, il y a une petite question qui est intéressante là. Est-ce que l'offre doit être 100% française? C'est un peu l'esprit de l'AMI quand même, hein. L'objectif, c'est de développer, renforcer l'offre de solutions françaises, hein. Après, dans les futurs appels à projets, si vous avez un acteur étranger incontournable qui permet à vous, intégrateurs, offreurs de solutions français, d'être plus innovant et plus compétitif, on sait le gérer, ça complique les choses. Souvent, le partenaire étranger, il est évidemment pas financé via les dispositifs d'aide français. S'il veut être aidé, il faut qu'il se rapproche de ces dispositifs à lui, quoi, dans son pays. Par contre, on peut imaginer un projet collaboratif où effectivement il y a un partenaire étranger, il a des livrables, il y met de la ressource, mais entre guillemets, il confortera, comment on pourrait appeler ça, la complétude du consortium, la pertinence du consortium, les chances de succès du projet. Par contre, il ne sera pas financé. Voilà, ça c'est clair. Bon, je crois qu'on a dû faire le tour. Dans tous les cas, voilà, n'hésitez pas, y compris pour récupérer la présentation, à vous rapprocher de vos structures d'appartenance. Je dirais que ce soit les syndicats professionnels, le pôle SIM, le pôle EMC2. Je dirais, on pourra effectivement vous transférer tout ça. Et puis, on est voilà, à votre disposition pour aller plus loin. Bon, effectivement, pour répondre à la dernière question, là, oui, c'est plutôt un consortium collaboratif qu'une entreprise collaborative, mais vous pouvez, dans le cadre de l'AMI, évoquer des pistes, différents scénarios, ou dire je chercherai tel type de partenaire. S'il n'est pas identifié, effectivement, il sera temps encore au moment de l'appel à projet de le trouver, le partenaire. Mais oui, bien sûr. Démonstrateurs d'intégrateurs de solutions sont-ils éligibles? Pour l'instant, enfin, voilà, le but du jeu, c'est pas de faire un démonstrateur. Le but du jeu, le démonstrateur, c'est une étape. L'objectif réel final, c'est bien de développer une solution industrielle. Par contre, n'oubliez pas le volet, le petit dé là. Voilà, ce qui est éligible, c'est de travailler sur un showroom ou de travailler sur un espace de prototypage ou de démonstration de vos solutions. Ça peut être le projet. Oui. On en reste là? Je pense qu'on en restait là. Je vais arrêter du coup l'enregistrement pour commencer. Voilà.